Peut-on vraiment travailler lorsqu'on est bipolaire et surtout, peut-on tenir dans la durée? Beaucoup de personnes bipolaires, comme nous, travaillent, avancent, performent, mais souvent, ça se fait au prix du masque, de l'épuisement, voire même d'un stress constant pour faire comme tout le monde. Travailler avec une bipolarité, c'est pas juste une question de motivation ou de compétences, c'est une question de rythme, de poser des limites, de gestion du sommeil, du stress, et parfois aussi de savoir dire non et faire des choix difficiles. Et au milieu de tout ça, il y a une question qui revient sans cesse. Est-ce qu'il faut parler de sa bipolarité au travail ou est-ce qu'il faut aussi apprendre à travailler autrement? Bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Je suis Clément Bessal, fondateur d'Upstage, ainsi que bipolaire de type 2. Et aujourd'hui, on va parler concrètement du travail et de la bipolarité, comment durer, se protéger et comment éviter de se cramer. Et pour en discuter, je suis avec Julien, mon acolyte de toujours. Et puis, si tu veux te présenter, Julien. Oui, bonjour. Moi, c'est Julien et puis c'est vrai qu'on fait les podcasts depuis un certain temps, ensemble, sur Upstage, sur Parole de bipolaire. Donc ouais, ça va être un sujet, très intéressant aujourd'hui et ça va faire la suite finalement du podcast de la dernière fois, qu'on avait parlé, sur le travail et c'est chouette de pouvoir en rediscuter, de compléter ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors, je pense que déjà, pour parler du travail, il alors on va le refaire à la limite. Pour parler du travail, je pense que déjà, c'est essentiel de dire que le travail, bien sûr que c'est dur. Et je voyais des commentaires de quelqu'un et il faut pas s'imaginer que c'est un long fleuve tranquille, qu'il y a pas de stress, qu'il y a pas de pression. Il y en a. Et je pense que c'est important de le savoir parce que on peut pas l'ignorer. On peut pas croire que, concrètement, tout va bien se passer et que son employeur ne va pas prendre en compte le fait que, on fait pas le boulot ou que, ah bah oui, il peut pas faire parce qu'il est bipolaire et cetera. Et je pense que c'est vraiment la pire des choses à faire, c'est de se mettre dans une posture où on se dit et on s'auto-stigmatise en pensant qu'on n'est pas capable de faire le boulot. Je sais pas déjà si tu veux réagir par rapport à ça? Non, c'est clair que ça va en fait, se mettre dans cette position-là, c'est se mettre une complexité dans la complexité. Donc c'est ce qu'on appelle le déni. Mais du coup, c'est vrai que se mettre dans cette position, ça fait qu'aggraver la situation et ça pousse pas non plus l'employeur à aller dans le sens d'un aménagement et de, d'une coopération. C'est ça. Il faut vraiment pas oublier que en entreprise, mais même, dans le public ou dans l'associatif, le travail, c'est avant tout la création de valeur. C'est le fait de réussir à concevoir quelque chose qui va aider quelqu'un ou même, ça ne peut pas être personne, ça peut être, la nature, je ne sais quoi. Mais donc, nous, en tant que travailleurs, qu'on soit bipolaire ou pas bipolaire, on doit atteindre cet objectif. Et notre employeur, il est pas là pour, faire du babysitting, pour nous faire plaisir. C'est dur, mais je pense que c'est important de le dire. Il est là pour qu'on puisse, créer de la valeur. Maintenant, généralement, on va dire, il a tendance à vouloir aussi le faire avec éthique et donc, avec des personnes qui sont différentes parce que, ça améliore la productivité, ça améliore l'ambiance et ça apporte de nouvelles choses. Et donc, la plupart des entreprises ne sont pas contre le fait de travailler avec des personnes bipolaires. Par contre, ce qu'ils ne veulent pas, c'est travailler avec une personne qui ne va pas faire le boulot. Et et donc, faut arrêter de rêver. Il y a pas, c'est pas parce que tu es bipolaire que, tu as un passe-droit par rapport au travail. Tu serais étonné de savoir que la plupart des entreprises, si jamais tu fais le job et que tu le dis, entre guillemets, «ils en ont rien à foutre», hein. Eux, ils veulent juste que le truc soit fait, quoi. Ouais, c'est vrai, et après bon, on peut se confronter aussi aux différences de personnalité du manager ou de ce genre de choses, de RH, qui vont, qui peuvent aussi nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils veulent pas nous garder parce qu'on a cette problématique-là et q je sais pas, enfin, un truc comme ça. Mais c'est vrai que une entreprise, comme tu le dis, c'est créer de la valeur, c'est que répondre à un besoin et si on fait pas le travail, à un moment donné, c'est clair que l'entreprise ne veut pas nous garder, bipolaire ou pas, en fait.
C'est pas une question de bipolarité. Après si l'entreprise, comme tu le dis, va vouloir nous garder si on fait le travail, heu, on peut demander des aménagements. Elle, je pense que ça lui pose pas de problème. Il faut juste, comme tu le dis, faire le travail, en fait. Et c'est le but aussi de travailler. C'est à un moment donné, si on veut de la satisfaction personnelle, c'est de faire le travail qui est demandé. Parce que sinon, c'est juste se complaire dans un travail. Moi, personnellement, j'y vois pas l'intérêt. Après, je peux comprendre que financièrement, ça peut être aussi un job alimentaire ou ce genre de choses. Mais même dans ce type de boulot, je pense on peut faire en sorte d'évoluer et de, mmh et de créer de la valeur dans ce genre de boulot. Et tout travail est essentiel. Ça, je pense que c'est un truc, surtout en France, des fois, on a un peu tendance à se dire, «Il vaut mieux ne pas travailler que d'avoir un petit job», et ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est tout travail est essentiel pour que la société puisse tourner, pour que les choses puissent s'améliorer. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui ont un peu plus d'impact, mais il y a pas de petit boulot. Enfin, on l'a bien vu pendant le covid, s'il y a pas d'éboueurs, c'est la catastrophe. S'il y a pas, de personnes qui vont ne serait-ce que livrer, à manger, c'est une catastrophe, Mmh. et n'importe quel boulot, et donc je pense que c'est important, c'est une fierté de travailler, c'est quelque chose qui est difficile, qui est exigeant. Maintenant, je pense que c'est important et c'est aussi culturel de d'aller dans cette direction en se disant: «OK, en fait, je suis différent, je suis bipolaire, ça demande des aménagements. Maintenant, voilà, enfin, faut pas partir à côté du sujet en disant, OK, en fait, tout de suite, je me stigmatise, je peux pas, les entreprises sont contre moi, la société est contre moi». Sincèrement, avec cette mentalité, tu vas à la catastrophe. Enfin, si vous nous écoutez, vous allez à la catastrophe, et peut-être que, l'entreprise devrait peut-être pas se comporter comme ça, mais on peut pas, c'est difficile de changer la société, c'est beaucoup plus facile de changer soi-même. Et j'avoue que je suis très influencé de plus en plus, que je travaille de plus en plus avec les États-Unis et l'Australie, et et c'est une autre mentalité. Donc enfin, c'est vrai que c'est un peu étrange, et enfin, je sais pas si le discours, sera choquant ou pas, mais j'ai l'impression qu'on est dans une bulle en France parfois, où on s'imagine que, l'entreprise nous doit, des choses, alors que l'entreprise, elle paye pour nos services. Et bien sûr qu'elle doit respecter la loi, mais c'est pas l'inverse. Mmh. Enfin, je sais pas si tu as des choses à dire, mais je rentre un peu dans le sujet, quoi. Non, ouais, je pense que c'est ça. Après, faut bien redéfinir comme on l'avait fait dans le premier podcast, c'est quoi la notion de travail? C'est-à-dire que c'est pas forcément travailler non plus, pour une entreprise, ça peut être du bénévolat, ça peut être aider ses voisins comme tu le disais la dernière fois. Et après, c'est à chacun de trouve, le travail qu'il peut faire, à son niveau avec l'état de santé qu'il a et cetera. Déjà, c'est un point de vue à prendre et après le côté où, oui, effectivement, en France, on est quand même bien lotis au niveau du travail. Après, au niveau du salaire, pas forcément, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire ce qu'il faut pour être efficace et être satisfait de son travail. En fait, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on peut être satisfait de son travail même si on est dans un job alimentaire. Donc autant le faire parce que ça peut influencer notre humeur, ça peut influencer notre stabilité, de rechercher justement cette, cet épanouissement au travail malgré que parfois c'est un travail qu'on n'aime pas forcément. Ou alors dans ce cas-là, on essaie de changer de travail, même si ça peut être compliqué. C'est ça, et c'est toujours d'avoir une vision long terme pour soi-même. C'est il peut y avoir des moments compliqués, il peut y avoir des boulots qu'on n'aime pas, mais parfois on passe par des étapes qui sont pas simples et qui permettent d'aller à l'étape d'après. Et surtout pour nous, en tant que personnes bipolaires, ce que je trouve très dur, c'est qu'on a eu généralement, enfin pour ma part, moi j'ai été viré plusieurs fois, j'ai démissionné plusieurs fois, et il y a un peu ce côté où des fois, il faut accepter, de revenir un peu en arrière, et de faire des tâches que, bah, on n'avait pas l'impression qu'on devait faire parce que, on avait atteint un certain niveau, on était un peu monté, et c'est ça qui est très dur, et je pense que pareil, c'est un truc qu'il faut être humble, de pouvoir revenir à d'autres choses, d'accepter des fois un salaire qui peut être inférieur à ce qu'on a pu avoir par le passé, et c'est très dur. Pour autant, on n'a pas le choix.
et je pense qu'aujourd'hui, on est en 2026, croire que on peut vivre sans travailler, c'est aller droit dans le mur. On a eu une période, on va dire, très exceptionnelle où, le système a pu, peut-être que ça durera encore quelques années. Pour autant, aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça puisse pas durer, 40 ans, 50 ans. Donc oui, enfin, aujourd'hui, on peut se dire: «OK, on continue, on se dit: "On travaille pas, ça va le faire"». Mais qu'est-ce qui se passe si dans 10 ans, si même dans 30 ans, il y a plus d'aide? Et c'est dur comme question à se poser maintenant. Si vous êtes concerné, il faut vous la poser, il faut être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe si, on gèle les allocations? Ce qui est fort probable, ce qui va se passer, fort probablement. On se retrouve dans 20 ans avec la même somme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, imaginons qu'on divise par 2 ce qu'on touche actuellement. Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Et je sais que c'est horrible et je sais que ce serait super d'être dans un monde parfait où, il y ait un entre guillemets «un revenu encore plus important pour les personnes handicapées», mais j'ai envie de le dire, je pense que moi je pense pas que ça va arriver. Alors je sais pas ce que j'espère, je pense qu'il faut bien différencier les choses, mais je suis fort persuadé que ça va pas arriver. Je sais pas ce que tu as à dire parce que c'est vrai que c'est un sujet que je trouve compliqué et moi le premier, hein. Il y a plein de fois où je me dis, «Ouais allez, qu'est-ce que je me prends la tête?» Je prends les allocations et puis, je fais un peu à côté ce que j'ai à faire et puis je suis tranquille. C'est pas facile comme réflexion. Et je pense que je suis l'exemple typique puisque moi j'ai 35 ans et j'ai l'AAH, donc j'ai l'allocation adulte handicapé, donc j'ai les aides. Et c'est vrai que la question se pose de: «OK, mais demain, moi par exemple mon renouvellement doit se faire en 2027, mais concrètement si le renouvellement est pas autorisé, enfin est pas accepté, bah, qu'est-ce qui se passe?» Moi je me retrouve, à diviser mon allocation au final puisque je passe ça voudrait dire que je passe au RSA. Bon là maintenant je suis salarié donc j'ai un petit revenu quand même, mais ça veut dire que j'ai ça veut dire que je divise quand même mon revenu, de manière conséquente et c'est vrai que se baser sur les aides, du coup ça pose question. Maintenant, il y a différentes solutions, hein, pour pallier à ça. C'est soit on réduit ses besoins, donc on retrouve un logement moins cher, on fait plus attention à ce qu'on fait, on va pas au restaurant et cetera. Soit on augmente ses revenus, donc on travaille soit sur un travail qui est plus rémunéré, soit on «travaille plus» entre guillemets pour, pour gagner plus comme le disait l'autre. Mais, il y a aussi le côté où, à un moment donné, être bipolaire, c'est une histoire de résilience. C'est-à-dire que, il faut, c'est tout est toujours un peu plus compliqué quand on est bipolaire et c'est là où il faut travailler sa résilience. C'est-à-dire que plutôt que de se victimiser, se plaindre et cetera, moi j'ai plutôt tendance à me dire: «OK, c'est ou j'ai le droit de me plaindre». Je prends un temps pour me plaindre avec ma copine, je le fais, je lui dis tout ce qui m'énerve et cetera et après je pense: «OK, mais c'est quoi les solutions, en fait?» et mes solutions aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme je le disais, c'est réduire mes dépenses et après c'est gagner plus. OK, bon réduire de mes dépenses, ça a ses limites parce qu'à un moment donné, on peut pas vivre avec zéro non plus. Et donc, à un moment donné, il faudra augmenter mes revenus. Et après, c'est comment je fais pour augmenter mes revenus. Aujourd'hui, bah, par exemple, j'ai trouvé des solutions bah, il y a eu Upstage, on a pu me salarier à mi-temps. Et donc ça, c'était chouette. Après, à côté, si je veux encore plus, bah, soit je travaille plus, et je vais peut-être essayer de faire gagner de l'argent à l'association pour me rémunérer davantage, ou alors je trouve un travail à côté, ou alors moi, je réfléchis beaucoup, par exemple, moi, on va avoir un jardin avec ma copine et ben, à un moment donné, je vais pouvoir vendre des légumes à mes parents, à mon frère, à des amis et cetera. Donc ça me fera un petit revenu supplémentaire et c'est tout con, mais ça augmente quand même le niveau de vie quand on fait ça. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut chercher des solutions à notre problématique plutôt que de, bah, se dire: «Ouais, en fait, le système, il est mal foutu, à chaque fois, c'est les entreprises qui gagnent, à chaque fois machin» et se plaindre. Je suis pas trop dans cette démarche-là. Et en fait, c'est hyper, ça donne envie, en fait.
C'est dans l'envie de se plaindre, de dire que c'est pas de notre faute, de dire que c'est la faute du système et le système a ses torts. Enfin, je pense que clairement, il y a plein d'abus, il y a plein de problèmes, plein de choses qui tournent pas rond. Maintenant, on rentre dans une situation qui va être beaucoup plus complexe, où ça va être de plus en plus difficile d'avoir, parlé assez publiquement. Moi, là, ça fait, je dirais 9 mois que je me paye pas. Heu et c'est dur et c'est super dur et pour autant je travaille et je travaille beaucoup d'heures. Je dois bien faire, facile 45 heures par semaine et mais par contre, j'espère et c'est pour ça que je travaille, qu'un jour, bah, ça sera quelque chose qui paiera et que ça me permettra de vivre, décemment, par rapport à tout ça et c'est un peu la dure réalité et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder les choses en face et se poser la question déjà de, ça alors c'est pas une option de ne pas travailler, je pense, dans un futur un peu plus lointain. Peut-être que je me trompe, peut-être que l'intelligence artificielle va tous nous donner un revenu universel, c'est une possibilité. Maintenant, je dis pas non plus que tout le monde peut travailler à temps plein. Ça, c'est un truc, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a quelque chose et il y a plein de dispositifs qui existent. Il y a notamment tout ce qui est mi-temps thérapeutique. Je sais pas si tu veux en parler, Julien? Hem, Compatible avec les problématiques qu'on a et en fonction, du coup, on peut adapter et c'est pas uniquement aussi le mi-temps thérapeutique dans le sens des horaires. C'est-à-dire ça peut être aussi un aménagement de poste. Ça peut être, avoir des tâches qui sont différentes, c'est-à-dire avoir des tâches qui peuvent être moins stressantes parce que la pathologie, de la bipolarité, c'est quand même une sensibilité accrue au stress et donc qui dit stress va dire des phases. Donc peut-être avoir un poste qui est moins stressant. Ça peut être ne pas avoir d'horaire de nuit. Après il y en a qui aiment et qui le supportent, très bien, ça c'est top. Mais la majorité des cas, les horaires de nuit, ça va décaler les cycles circadiens pardon et bah, du coup ça peut enclencher des phases. Ça peut être aussi, faire un nombre d'heures pas possible. Donc là, on revient au mi-temps thérapeutique. Donc ça, je il faut le garder en tête que tout ça, c'est possible de l'avoir avec la condition que, bah, il faut une RQTH, il faut en parler à la médecine du travail, il faut en parler à la RH ou au manager pour pouvoir mettre en place ça et que si on reste un peu tapis dans l'ombre et puis qu'on continue à se dire: «Ouais, non, mais de toute façon, je vais pas en parler, de toute façon, ils vont me stigmatiser, machin et tout». En fait, on sait pas et si on reste dans ce mode de fonctionnement-là, bah, rien n'évoluera, en fait. Alors oui, ça fait peur. C'est clair que ça fait peur et il y a des risques. C'est pas sans risque. C'est clair qu'il peut y avoir un risque que le manager, ça soit un connard. Ça peut être la RH ou le RH, qui sont pas sensibilisés au truc ou qui ont une dent contre ce genre de personnes. Maintenant, bah, c'est la vie, en fait, c'est comme partout, dans ces cas-là, on essaye de le repérer en amont. Soit on le dit pas dans ce cas-là et puis on continue comme c'était avant, soit on change de travail pour avoir des conditions qui Et c'est ça et il y a un risque et sincèrement, après la vie, c'est prendre des risques et on est dans un monde où, bah, oui, en tant que bipolaire, c'est comme ça. On Un travail, ça fait peur, il y a du stress et c'est ce que dit très bien Julien. En fait, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas me cramer sur le long terme? Parce que ça, c'est vraiment le danger et je fais l'apologie du travail en me disant: «C'est super». Par contre, de travailler comme si de rien n'était et comme si on n'était pas bipolaire, là, c'est aller à la catastrophe. Et tu l'as bien dit avec le travail de nuit, tu l'as bien dit avec le stress. Et ça, c'est difficile à accepter. C'est d'accepter que, en fait, on doit faire très attention. On doit se monitorer pour savoir un petit peu, bah, les moments où ça va pas, où on a tendance à craquer. Il faut savoir comprendre un petit peu quels sont nos triggers, que ce soit des phases up, des phases down, par rapport au burn-out. Faut savoir dire non. Ça, c'est quelque chose, et ça, par contre, on a le droit et on a le droit parce qu'on est bipolaire et là, par contre, on a une vraie excuse qui est une vraie excuse que, lorsque on va avoir, bah, un collègue, un manager, en lui disant: «Là, je sens que ça va pas, parce que je sens que, j'ai un début de phase ou que je suis fatigué. Du coup, je vais prendre, mon vendredi après-midi».
et puis je vais annuler les rendez-vous du vendredi après. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des messages, des mails à des personnes, ça peut être des rendez-vous, en leur disant: «Bah, en fait, je voilà, j'annule le rendez-vous, je le reporte parce que, je suis pas en mesure de faire le rendez-vous, parce que ma santé est prioritaire. Ouais. Parce que si jamais je me mets dans le rouge et que je prends le risque de partir en phase, bah, derrière, de toute manière, je pourrais pas, aider plus». Qu'est-ce qu'on dit toujours d'ailleurs ensemble, Julien, par rapport à la santé? Je trouve ça marrant. Ouais, c'est la santé avant tout, ouais, et ça peut se traduire aussi au travail dans le sens où, bah, si tous les aménagements ne suffisent pas, il existe l'arrêt de travail qui est aussi un dispositif qui est fait pour ça, et maintenant il faut pas en abuser, faut pas le prendre pour rien, mais si c'est nécessaire, en fait, il y a l'arrêt de travail et l'arrêt maladie parce qu'on n'est plus capable de gérer, et vaut mieux prendre un arrêt de travail un peu anticipé parce que là, on commence à se rendre compte que ça va pas trop, et se remettre sur pied et revenir, en forme, en étant bien et cetera, plutôt que se dire: «OK, non, je force, j'ai pas envie de prendre l'arrêt de travail», et en fait, ça explose, et puis là, derrière, en fait, l'arrêt de travail, il va durer, 6 fois plus longtemps, quoi. Et après, il y a le côté aussi, que je voulais dire tout à l'heure, c'est par rapport aux situations dans lesquelles on se trouve. Une petite, quote que j'aime bien, c'est le: «Aide-toi, le ciel t'aidera». Et moi, j'aime beaucoup ce principe, et je pense que je réfléchis de cette manière-là toute ma vie, en fait. Moi, j'essaye de faire des choses, alors du mieux que je peux, hein. Des fois, je le fais pas bien, mais j'essaie toujours du mieux que je peux. Dans ma vie, je me trouve assez chanceux parce que la vie m'a quand même présenté des choses où, bah, elle m'aide aussi, quoi. Elle m'aide pas mal, quoi. Donc j'aime bien cette citation, de qui, je ne sais pas. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Du Parlons de l'arrêt de travail. L'arrêt de travail est un outil qui est hyper intéressant, mais qui a été créé pour la santé physique. L'arrêt de travail, le concept, c'est si on a, imaginons une grippe, le principe, c'est qu'on n'est pas capable physiquement de travailler et que travailler va amplifier les symptômes et va nous empêcher de soigner. Et par la même occasion, si jamais on va travailler en présentiel, bah, on va aussi refiler notre grippe à, tout le monde. C'est-à-dire, je sais pas, si vous prenez le métro, les transports en commun ou même vos collègues. Donc on a tout intérêt, en tant que société, à faire en sorte que la personne puisse rester chez elle pendant, 3 jours pour se reposer et se remettre d'aplomb. Pour autant, en santé mentale, c'est pas du tout la même problématique. Vous êtes pas contagieux déjà, de base. Donc déjà on enlève cette partie-là, et deuxièmement, prendre un arrêt de travail pour rester chez soi et s'isoler, ça va généralement empirer les choses, et donc c'est une très mauvaise idée. Et c'est là où il faut vraiment, et j'avais eu des conversations avec des députés, des ministres, mais en fait, il faut vraiment sortir de cette logique d'arrêt de travail sans prendre de vacances. L'arrêt de travail, lorsqu'on est en dépression, c'est pour, par exemple, aller faire, une randonnée dans la nature. C'est pour aller prendre le soleil. C'est pour se mettre dans un environnement qui va nous permettre de sortir de l'isolement et qui nous permettre de nous aider à éviter d'aller en dépression, voire même de réduire le temps de la dépression. Mais c'est une catastrophe de faire un arrêt de travail et de rester isolé chez soi. C'est ce qu'il y a de pire. Ça va continuer. C'est même pire presque de travailler dans certains cas. Ouais. C'est vrai que, alors ça peut réduire le stress, donc ça, c'est un avantage. Mais c'est vrai qu'une personne qui est en dépression, bah, oui, elle a besoin de bouger, elle a besoin de changer d'air, elle a besoin d'aller à la mer, elle a besoin, en fait, de se faire du bien. Et comment on se fait du bien? C'est en faisant des choses, bah, qu'on fait en vacances, comme tu le dis. Mais ça peut, en fait, c'est vrai qu'il faudrait peut-être revoir comment est conçu l'arrêt de travail, et peut-être que le médecin pourrait mettre des ordonnances, aller à la mer, tu vois? Et ça me fait penser à l'association Colina, des faire de randonnée avec leurs proches, et ça pourrait être un truc, genre le système, bah, tu es en arrêt de travail, le médecin peut te prescrire une randonnée, ch avec l'association, ça pourrait être intéressant, ce genre de truc, ça. Et c'est une super idée, c'est une super idée, et on mettra le lien, c'est une association partenaire. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour que lorsqu'on prend une pause, ça puisse nous aider
dans notre phase. Et là, on parle de la phase dépressive, mais si on parle de la phase, maniaque ou hypomaniaque, là, pareil, c'est d'autres conséquences. Donc je prends un arrêt de travail, très bien, mais je prends un arrêt de travail pour faire quoi? Mmh. Pour, par exemple, arrêter peut-être de boire de l'alcool pendant un certain temps, pouvoir, peut-être écrire, faire de la méditation. Si c'est prendre un arrêt de travail pour, au final en profiter pour, sortir en boîte de nuit et puis faire la fête, c'est pareil, ça va être une catastrophe et c'est toujours la même chose, il y a plein de dispositifs qui sont possibles. Maintenant, comment est-ce que vous voulez les utiliser pour que ça vous permette d'aller mieux? Et la situation est pas simple. Maintenant, on peut pas juste prendre un arrêt comme ça. Et ensuite, il y a une autre question aussi qui est très difficile, c'est lorsque vous prenez cet arrêt de travail, qu'est-ce que vous dites à vos collègues? Qu'est-ce que vous dites, aux ressources humaines? Qu'est-ce que tu recommandes d'ailleurs dans ces cas-là? Bah, d'une part, de bien choisir, à qui on parle. C'est-à-dire qu'il y a des collègues, bah, concrètement, il faut pas leur parler de quoi que ce soit, de privé ou de quoi que ce soit. On leur dit juste: «Oui, bah, je fais un arrêt maladie» et parce qu'il y a des curieux et qui sont malveillants, malheureusement. Mais après les collègues qui, bah, sont bienveillants, moi j'aurais tendance à dire: «Bah, écoute, là j'ai besoin de prendre de soin de moi parce que ça va pas trop», c'est vrai que c'est une question un peu, auquel j'ai pas trop réfléchi, mais, j'aurais pas tendance à aller dans les détails quand même. J'aurais juste dire: «Ouais, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi parce que là je c'est compliqué pour moi c'est compliqué pour moi, je me sens pas bien» ou des trucs comme ça. Sans dire que c'est physique ou psychique au final. Et puis après, bon, elle interprétera comme elle interprétera, mais, après ça, c'est par rapport aux collègues. Après à la RH, bah, j'aurais tendance à dire ce qui se passe réellement, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai tendance, par exemple à être en bas là, je sens que c'est de pire en pire, j'arrive plus à gérer la situation, j'arrive plus à gérer le stress et j'ai besoin que vous m'aidiez à, faire en sorte que ça aille bien pour que je puisse reprendre le travail mieux après l'arrêt, quoi. Et il y a cette question dont on a parlé un petit peu, c'est est-ce que vous avez fait votre reconnaissance comme travailleur handicapé? Est-ce que vous avez parlé de votre bipolarité à votre entreprise? Et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple si vous l'avez fait parce que vous vous retrouvez au moment de l'arrêt de travail, vous pouvez très simplement expliquer: Mmh. «Là, je suis en début de phase dépressive ou je suis en dépression, donc j'ai besoin de faire un arrêt de travail pour pouvoir me remettre, afin de pouvoir reprendre le travail». Et les gens comprennent dans la majorité des cas. Alors il y en a qui vont dire: «Ça n'existe pas» et cetera, mais la plupart des gens comprennent. Mmh. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple quand même d'avoir de l'empathie et puis que les gens puissent se dire: «OK, il y a un début, il y a une fin». De pas culpabiliser, parce que ça, c'était l'une des pires choses que j'avais moi quand je n'allais pas travailler, c'était que je m'isolais et je culpabilisais et je me Mmh. disais: «Mais ah, c'est vraiment pas bien, j'ai pas fait tel rendez-vous, j'ai pas fait telle tâche» et puis en fait, mes collègues savaient pas pourquoi, donc et puis moi, j'avais peur de leur dire, donc ça s'amplifiait et ça s'empirait et plus ça avançait, plus je culpabilisais et plus mes collègues avaient du ressentiment parce que, je faisais pas le boulot. Et plus, la situation était catastrophique. Ce qui arrivait, très souvent, je démissionnais, ce qui était pas une bonne chose à faire. Ni pour l'entreprise, ni pour moi, sans expliquer pourquoi d'accord. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est mieux de parler de sa bipolarité lorsque ça va bien. On a d'ailleurs fait un outil, qui permet justement de savoir un petit peu, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez bien fait les démarches? Est-ce que le terrain est propice pour parler de cette bipolarité? Donc, et on mettra le lien, ça s'appelle Safe Talk et donc, n'hésitez pas à et on pourra d'ailleurs vous aider avec l'association si vous voulez pour, justement en parler à votre employeur. C'est un choix qui est très personnel, qui est très difficile. Maintenant, c'est important de se poser la question et dans la majorité des cas, si la situation le permet, parce qu'il y a des moments où il ne faut pas le faire et c'est pour ça que l'outil existe, passer le pas parce que, ça nous enlève un poids énorme et ça permet, si jamais il y a quelque chose qui se passe, de pouvoir bien le faire. Et on va peut-être, à part si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, mais, j'aimerais bien reparler de comment gérer le travail aussi à proprement. Non, j'ai pas de questions particulières là-dessus, mais c'est vrai que ce petit outil peut être vraiment intéressant
C'est un petit questionnaire et à la fin, vous avez une indication sur, OK, là, je peux en parler. Vous avez une note, en fait, tout simplement, qui dit: «Entre telle note et telle note, bah, ouais, c'est plutôt intéressant d'en parler. Entre telle note et telle note, c'est moins intéressant. Peut-être que les étapes à faire avant, c'est, demander la RQTH et cetera». Donc n'hésitez pas, on met le lien en description et n'hésitez pas à le faire, c'est quand même, bien foutu. Et sinon, non, j'ai pas de choses à rajouter là-dessus, non. Et du coup, tu disais qu'on voulait En fait, ouais, j'aimerais bien parler un petit peu de ce qu'on doit mettre en place au travail pour que ça se passe bien. OK. Moi, je pense notamment à des choses, qui sont non négociables pour moi, c'est la partie sommeil. Si jamais je n'ai pas dormi, ou très mal dormi pendant plusieurs jours, et bah, c'est pas grave, le travail, c'est secondaire. Et ça, c'est un peu particulier, mais c'est vraiment de me dire que, en fait, si j'ai besoin d'une sieste, j'ai besoin d'une sieste. Si je peux pas faire des rendez-vous, je fais pas les rendez-vous et je me mets pas dans le rouge. C'est-à-dire une journée, à la limite, je tente, il y a pas de souci, mais dès que je vois que mon sommeil commence à déconner, et ben, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'est la santé, c'est la priorité et donc le boulot, c'est pas grave et heu et je préfère le dire. Hem et c'est pas facile à faire et je dois m'améliorer d'ailleurs encore là-dessus. Mais ça, c'est important. Un autre point aussi que je fais, c'est, de prendre régulièrement alors, je trouve peut-être pas assez, mais je prends au moins une journée, faire des longs week-ends de 3 jours, tous les mois, pour être dans la nature, généralement aller surfer et ne serait-ce que d'avoir vraiment une pause, d'avoir un moment où je suis un peu plus posé. Ça me fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite règle? C'est vraiment apprendre à dire non, de manière générale. Et ce qui est pas simple à faire, mais accepter que en fait, vu que notre santé est prioritaire sur notre travail, bah, parfois, il vaut mieux dire non que l'inverse, tout en Mmh. gardant à l'esprit que, parce qu'on s'occupe de notre santé, et ben, on va pouvoir être performant au travail Mmh mh. et de pas pousser le bouchon. C'est ça qui est super dur, surtout en phase un peu hypomaniaque, maniaque où, on a tendance à vouloir bosser toujours plus, on va se réveiller au milieu de la nuit. Moi, j'ai fait les pires erreurs, à me réveiller au milieu de la nuit en faisant des insomnies, puis en travaillant. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Je sais que je le ferai pas aujourd'hui. Mais ouais, c'est apprendre à se connecter et se mettre des règles pour éviter que, bah, le travail justement devienne un problème. Ouais, c'est comme tu le dis bien, je pense qu'il faut savoir se poser des limites, et les bonnes limites. Dans l'idéal, faudrait, bah, faire bien attention à son hygiène de vie, donc comme tu le dis, le sommeil, bah, l'alimentation aussi, faire du sport, tout ce qui englobe l'hygiène de vie, ce qui permet de se sentir plus stable. Et du coup, bah, de pouvoir aller au travailler en étant serein, en gérant mieux le stress, en étant plus productif et en étant plus épanoui. Par exemple, moi, je sais que c'est comme toi, c'est le sommeil, j'ai l'exemple d'aujourd'hui. Cette nuit, j'ai fait que 5 heures et demie de sommeil. Je sens que je galère un peu plus que d'habitude. Là où quand je fais des horaires de sommeil de 7h30 ou 8 heures, là, la journée, ça se passe bien, quoi. C'est en mode, c'est fluide. Là, c'est un peu moins fluide. Alors du coup, je pense que j'irai faire une sieste, tout simplement et ça pourra partir et c'est vrai qu'après souvent, on a des jobs où on n'a pas la possibilité ou en tout cas, on s'imagine pas avoir la possibilité, d'aller faire une sieste, de pouvoir faire une pause, de pouvoir dire à son patron, «Bah, non, là, aujourd'hui, ça va être compliqué». Après, il faut quand même se dire qu'il y a très, très, très peu de métiers où on est indispensable, hein. C'est con à dire, mais il y a très peu de métiers où si on n'est pas là, le monde s'écroule, donc Et assez c'est à ce que prendre en tu compte. dis et tu le dis très bien en fait, Julien, c'est apprendre, qui est quelque chose de très difficile et il faut du courage. À dire les choses, à avoir le courage d'aller voir, des collègues, son boss en disant: «Bah, en fait, là, si je fais pas mes siestes, c'est dangereux pour ma santé Mmh. et moi, je veux faire le boulot, je veux pas me retrouver en arrêt de travail, donc est-ce que c'est possible de faire des siestes?» Et puis, ça va être, bah, là, je sens qu'il y a trop de stress, en ce moment. Est-ce que, je peux prendre une journée off? Alors je sais qu'il y a une deadline, je sais qu'il y a un projet,
mais l'objectif, c'est pas que je commence, à justement devoir poser des arrêts de travail parce que ça va pas et en étant honnête avec mon manager, de lui dire: «Bah, en fait, là, soit je pose une journée pour aller, me poser ou là, c'est trop, je sens que ça va pas». Et c'est difficile d'avoir ces conversations et d'être dans l'anticipation et de savoir dire non. De savoir Ouais. dire: «Non, là, ce projet-là, c'est trop, là, je sens que je vais claquer». Mais maintenant, ça dépend toujours des structures, mais déjà, légalement parlant, il faut bien prendre conscience qu'on ne peut pas vous licencier à cause d'une bipolarité, que l'entreprise doit, dans la mesure du possible, s'adapter, par rapport à votre handicap. Donc il y a quand même une certaine protection et puis, gardons à l'esprit que le but du jeu, c'est que si vous faites le boulot, ils seront seront très faciles à convaincre. Un salarié, une personne qui est bon au travail, qui est performant, qui a de l'empathie, quand il demande une adaptation comme, de faire une sieste, de prendre une journée off, mais la personne va vous la donner avec grand plaisir. C'est Mmh. Ce sera pas un souci et le souci et c'est un peu ce qui arrive, c'est quand tout s'accumule en négatif et là, ça pose souci parce que, faut s'imaginer, moi, ça m'est arrivé, je peux parler de ça. Je suis en période d'essai, je suis en dépression, je fais pas le boulot. Donc là, je ne savais même pas que j'étais bipolaire à l'époque, mais je me suis fait virer et là, l'entreprise se pose pas de questions et on peut dire: «C'est pas bien, ils devraient pas te virer» et cetera, mais je leur avais même pas dit que j'étais en dépression. Comment ils peuvent, savoir? Ils sont là pour gagner de l'argent. Enfin, cette entreprise en particulier était là pour gagner de l'argent. Ils sont pas là pour faire du social. Alors ils jouent un rôle social, mais c'est tout ce qu'il faut pas faire. Enfin, c'est pour ça que je vous parle de ça. Ouais, clairement, et c'est vrai que c'est dur, poser des limites, dire non, anticiper le maximum, comme tu disais tout à l'heure, c'est de faire les choses quand on se sent bien. Ça sera toujours, heu, mieux fait que si on fait les choses quand on est dans le dur, quand on est dans une phase. Il faut vraiment, ça c'est vraiment je crois un truc vraiment important, c'est de dire: «OK, là je suis dans une période plutôt stable. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que quand il y aura un problème, bah, ça se passe bien, en fait?» Et on pense à vraiment à beaucoup plus de choses intéressantes quand on est bien, quand même. Donc autant anticiper, autant on aime bien anticiper les choses. Enfin moi je sais que j'anticipe tout, 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 mais des fois sur des choses où, bah, c'est pas très forcément utile ou bien de l'anticiper et là, autant là, il faut anticiper les choses et ça peut être utile de le faire, quoi. Et c'est dur et il faut du courage et c'est aussi pour ça qu'on est là pour vous aider, parce que c'est des moments qui font peur, en fait. Ouais. Donc il faut vraiment pas hésiter à poser des questions. On a des communautés d'entraide, on a, des groupes de parole, parce que c'est des sujets hyper importants. Maintenant, le travail est aujourd'hui essentiel dans la stabilité. S'auto-stigmatiser en se disant qu'on n'est pas capable de travailler, c'est très souvent une erreur. Maintenant, bien sûr que, bah, ça demande du courage. Bien sûr que c'est des moments où il faut aussi accepter des fois de faire des tâches qu'on ne faisait pas auparavant. Moi, je vois beaucoup aussi le cas de personnes qui ont fait de très bonnes études, qui ont commencé une carrière et puis, bah, hélas, hospitalisation, diagnostic et ils se retrouvent avec, 2 ans, 3 ans sans travailler. Parce que c'est une période où, bien sûr, qu'ils ne sont pas capables de travailler et ce que je comprends tout à fait. Et par contre, au moment où ils commencent à se relancer sur la recherche d'un travail, et ben, ils s'imaginent qu'ils vont trouver tout de suite un super boulot, comme par le passé, avec des responsabilités, avec un bon salaire. Mais non, c'est pas le cas. Vous allez pas trouver un super boulot après 3 ans d'arrêt. Et franchement, enfin, peut-être que vous allez me détester en commentaire, mais on n'est pas chez les bisounours. Vous allez Mmh. trouver un boulot qui sera moins bien payé, avec des conditions de travail moins intéressantes, avec moins de responsabilités, parce que on va regarder votre CV, on va voir les 3 ans d'arrêt de travail et si en plus vous n'expliquez pas pourquoi vous avez eu cet arrêt de travail, que vous n'avez pas de reconnaissance comme travailleur handicapé, mais ça va être encore pire. Et là, on parle de 3 ans de break, mais ça peut être des fois même encore plus long. Mmh. Donc il faut prendre son courage à 2 mains,
Et j'aimerais, dire que, «Ah bah non, tout va bien se passer, les entreprises seront compréhensibles» et ça, mais c'est pas le cas. C'est alors il y a quelques structures qui font beaucoup d'efforts. Enfin, nous, on essaie de faire beaucoup d'efforts, pour, travailler parce que quasiment tout le monde est bipolaire d'ailleurs. Mais mais c'est mais pour autant, il faut quand même qu'on fasse le boulot et pour avoir licencié des personnes, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas quelque chose qui amuse, c'est pas pour autant, on doit délivrer quelque chose, que ça soit associatif, que ça soit entrepreneurial. Enfin bon, je diverge, mais en tout cas, tout ça pour dire que faut avoir du courage. Pour autant, vous pouvez le faire. On peut travailler, on peut avoir des postes à responsabilité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'artistes qui sont bipolaires Ouais. et qui arrivent à performer dans le travail. Et moi, je suis impressionné. Je crois que, par exemple, le taux d'entrepreneurs bipolaires est beaucoup plus élevé que la moyenne. OK. On dit très souvent que, beaucoup plus, par exemple, il y a des milliardaires qui disent qu'ils sont bipolaires et ils l'ont dit, le fondateur de Kayak, par exemple. Il y a des grands artistes et ils ont réussi à trouver, heu, une manière de faire pour que ça puisse fonctionner. Et alors c'est pas facile, mais ils ont réussi, donc pourquoi pas vous? Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu disais un truc intéressant, c'était le côté où, ouais, en fait, la société, elle est ce qu'elle est. Elle changera pas, on n'arrivera pas à la changer, en tout cas à l'échelle, individuelle. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est vraiment de se changer soi-même, changer sa manière de penser, de fonctionner pour s'adapter et quand je dis s'adapter, c'est s'adapter à soi et au travail en même temps pour avoir une vie qui est plus qualitative, Et pour finir, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le travail pour les personnes moi, je pense que ça serait tout simplement que finalement que ça soit la norme qu'on le dise, qu'on en parle ou limite que ça soit la norme que la RH demande avec bienveillance: «Bah, est-ce que vous avez une pathologie psychique? Si c'est le cas, on va faire des aménagements», et que ça soit plus un truc en mode, «OK, bah, s'il a une pathologie psychique, ça peut être des complexités pour nous. On va plutôt favoriser un autre candidat parce que nous, on n'a pas le quota à avoir» ou ce genre de choses, tu vois? Mais, ouais, ça serait ça, ça devienne une norme de demander, est-ce qu'on a une pathologie psychique et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pallier à ça? Et moi, du coup, j'avais 10 petites questions à te Alors, poser, Clément. je vais répondre à celle-là aussi, j'ai envie. Oui. Moi, je dirais qu'on n'ait plus honte de dire qu'on est différent et je parle même pas de la société, je parle de nous-mêmes en tant que personnes bipolaires. Ça vienne naturellement, comme on pourrait le faire dans un entretien et une personne enfin moi, je trouve ça extraordinaire en entretien quand la personne m'explique comment travailler avec elle et quels sont les points sur lesquels on doit l'aider et c'est extraordinaire. On se dit que la personne se connaît assez bien pour connaître ses limites et est en train de mettre en place des solutions avec nous Ouais. pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Et en fait, si on arrive à changer ça et à se dire qu'en fait, bah voilà, on est différent, on a une manière de fonctionner, on sait comment on travaille, et qu'on puisse le dire sans avoir honte, sans avoir peur, mais ça changerait tout. Parce que surtout, on verrait qu'il y a, et moi j'en connais plein, il y a énormément de personnes bipolaires qui sont très bien payées, qui ont des super boulots, et personne sait qu'ils sont bipolaires. Et le Ouais. problème, c'est que ces gens-là, ils passent sous les radars, alors qu'à côté de ça, on dit les personnes bipolaires, ils sont au chômage. Mais non, en fait, il y a plein de monde trop fort. C'est juste qu'ils en parlent pas. Et moi, Mmh. ce que j'aimerais, c'est qu'on lève ce côté, cette stigmatisation qu'on a avec nous-mêmes et qu'on puisse en parler. Et c'est finalement ce qu'on essaye de faire nous, à notre petite échelle, quoi. Et du coup, j'avais 10 petites questions à te poser si tu es d'accord. 1 question: peut-on réellement travailler sur le long terme quand on est bipolaire? Parce qu'on a quand même tendance à entendre qu'on démissionne beaucoup, on est viré ou des comme toi tu en parlais par exemple. Alors oui, mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Ça demande de connaître ses limites, de savoir dire non, et je pense en parler à son employeur. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont bipolaires, qui vont tenir dans leur travail, qui vont réussir à travailler et puis d'un coup ça pète? Parce que en fait, ils tirent sur l'élastique. Ils font comme s'ils étaient pas bipolaires.
Ils écoutent les conseils de personnes qui sont pas bipolaires. Alors qu'en fait, on ne peut pas autant tirer sur l'élastique de notre côté et donc en fait, on est obligé avant les autres de mettre un stop, de dire non, parce que sinon ça va exploser et on doit être dans la prévention. C'est ça qui est très important. Une question qui se rejoint un peu à celle-ci, c'est qu'est-ce que le travail demande de plus à une personne qui est bipolaire? Ça demande de se connaître très bien, de connaître ses limites, d'avoir du courage pour pouvoir l'annoncer et puis surtout de savoir dire non et de savoir demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Quels sont les principaux déclencheurs professionnels à surveiller quand on est bipolaire? Qui pourraient déclencher une C'est le stress clairement et puis, les problèmes de sommeil. Si jamais, vous avez les 2 qui vont souvent ensemble, bah, c'est très souvent un énorme warning et ça veut dire qu'il faut, faire quelque chose donc soit poser des vacances, soit, demander de l'aide ou bien, bah, dire non à certaines tâches ou même poser un arrêt de travail ou un mi-temps thérapeutique. Celle-ci est intéressante. Comment on peut adapter son travail sans forcément parler de sa bipolarité? Alors l'avantage, c'est qu'on peut déclarer le fait qu'on ait un handicap avec une reconnaissance comme travailleur handicapé, sans expliquer que c'est pour la bipolarité et puis, bah, de dire: «Voilà, moi j'ai besoin de faire des siestes», et ensuite, c'est une conversation que n'importe quelle personne, il faut s'imaginer, peut avoir avec son employeur, qui est demander une adaptation pour être plus performant dans son travail. Mais c'est en parlant de performance. C'est en OK. disant: «Voilà, pour pouvoir, être plus performant, réussir mes objectifs, j'aurais besoin d'avoir la possibilité de faire une demi-journée de travail. Si j'ai cette demi-journée de travail et que mes performances s'améliorent, est-ce que c'est bon pour vous?» C'est de d'abord penser à la performance, et en expliquant le pourquoi et d'argumenter en fait, son aménagement. OK. Qu'est-ce que seraient les règles qui seraient non négociables à poser pour se protéger au travail? Travail de nuit, régulièrement, tout ce qui va être, décalage horaire trop important et OK, puis donc surtout à éviter. ouais, éviter vraiment tout ce qui est décalage horaire et surtout, apprendre à dire non lorsque on sent qu'on commence à vaciller. À partir de quel signal, on doit s'inquiéter ou réagir avant une rechute? En fait, c'est le plus rapidement possible et c'est là où je vous invite à regarder quels sont vos triggers, que ça soit de phase basse ou de phase haute et dès que vous voyez un des triggers, donc une des raisons pour lesquelles vous rentrez dans une phase, il faut tout de suite agir. En fait, si moins on attend, mieux c'est. Parler de sa bipolarité, c'est une solution ou c'est juste un outil parmi les autres? C'est les 2. Comme beaucoup de choses, ça va être une aide, mais ça va pas tout régler. C'est pas parce qu'on parle de sa bipolarité que tout de suite, le poste va être aménagé, que tout le monde va être gentil avec nous. Pour autant, ça peut aider, ça peut être quelque chose de positif. Faut pas oublier que lorsqu'on travaille, on est là pour créer de la valeur et qu'on peut le faire tout en étant bipolaire, mais qu'avant tout, on est là pour créer de la valeur. Et comment il faut trouver, et je pense que cette question va t'intéresser, c'est, comment trouver l'équilibre entre performance, l'ambition et la santé mentale? C'est de toujours mettre sa santé en priorité et que, la performance découle de cette santé. C'est toujours ce côté où savoir se connaître, apprendre à détecter ses prodromes, donc ces facteurs, déclenchants de phase et dès qu'on se rend compte que, l'ambition et la performance, bah, a tendance à empiéter là-dessus, il faut savoir prendre des jours de congé, il faut savoir dire non à des rendez-vous, annuler des rendez-vous et c'est toujours très difficile, mais c'est surtout, je pense, en phase, hypomaniaque que c'est très important de surtout pas surfer, sur une phase hypomaniaque. Parce que ça peut être hyper tentant, de se dire: «On est capable de plein de choses, on va travailler plus». Je pense se fixer aussi une heure d'arrêt, de ne jamais travailler après une certaine heure, ça c'est hyper important, même si on en a envie et puis surtout de préserver son sommeil. Heu, le sommeil doit toujours être priorisé par rapport au travail. Alors je pense on y a répondu plusieurs fois dans le podcast, mais la dernière question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à une personne bipolaire qui galérerait, la seule chose que tu conseillerais à une personne bipolaire qui galérerait dans son travail? C'est, bah, déjà de
Alors, c'est des questions qui sont difficiles puisque chaque cas est différent, mais c'est comprendre pourquoi. Est-ce que c'est lié à sa bipolarité? Est-ce que c'est lié à son poste? Ensuite, c'est c'est tellement compliqué parce que c'est tellement vague, mais concrètement, c'est faire sa reconnaissance comme travailleur handicapé, ce qui ne coûte rien et qui peut vous permettre de vous protéger parce que ça peut être utile. Ça va être, bah, d'essayer d'en parler, même sans parler de votre bipolarité, mais de parler de pourquoi les performances ne vont pas et de comprendre ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, bah, c'est de s'améliorer petit à petit et puis surtout de communiquer avec les autres pour pouvoir s'améliorer. L'honnêteté et la transparence restent quand même clés. Faut pas oublier que lorsqu'on travaille avec quelqu'un, c'est l'une des valeurs les plus importantes et lorsqu'on dit les choses, il y a beaucoup plus de compréhension, d'empathie et je pense que n'oubliez pas que la personne aura quand même tendance, dans la majorité de cas, à vouloir vous aider. Et je pense que tu résumes bien la chose, c'est qu'au final, il n'y a pas une seule chose à faire, c'est qu'il y a une multitude de choses qui, combinées, va permettre de trouver une solution qui est viable. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.